Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler justement d'un accident majeur qui est arrivé chez OVH Cloud avec un accident, avec un incendie qui a eu lieu et qui a perturbé l'Internet français, mais aussi Genspot, et on va y revenir. Moi, ça fait 3 jours que je suis sur le pont, comme on dit, avec toutes les équipes, surtout parce que c'est elles qui ont beaucoup bossé. Pourquoi? Pas parce que, en fait, à Strasbourg, un data center énorme, hein, avec des milliers de serveurs, a tout simplement pris feu. Hein. Les images sur Internet sont assez impressionnantes. Chez OVH, qui est un hébergeur majeur aujourd'hui du paysage cloud européen, mondial et également français, et qui a donné lieu à des impacts assez phénoménaux. Je vous donne, vous pouvez aller voir sur la presse, hein, mais en gros, il y a eu plus de 3,5 millions de sites web impactés, des sites gouvernementaux, enfin énormément d'infra. Pourquoi? Tout simplement parce que là, c'était pas un problème de serveur qui tombe, vous savez comme ça peut arriver, mais carrément un data center complet qui prend feu et pour lequel, sur énormément de serveurs, ils sont obligés d'éteindre le courant. Donc ceux qui n'ont pas pris feu, en plus, n'étaient plus accessibles. Donc un accident majeur, comme on en voit rarement, mais ça fait partie des réalités. Et donc je vais un petit peu justement vous expliquer ce que ça a comme impact. On va essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, sachant que nous, Genspot, on est déjà revenu beaucoup sur la communication vis-à-vis de nos clients, etc. Mais là, j'aimerais prendre un petit peu de recul, même si, vous l'avez compris, je suis encore dans le jus, mais justement, on va essayer de prendre un peu de recul. La première chose qu'il faut voir, c'est que donc, ces fameux data centers, c'est effectivement, tout d'un coup, on concentre toutes ces machines. Donc, le problématique numéro un, et c'est bien là où on voit qu'on est dans une industrie, c'est qu'à un moment donné, il y a des points de contention. C'est pas juste votre serveur qui tombe en panne comme dans le temps, mais c'est que ces fameux data centers, ce sont des milliers de serveurs qui sont mis au même endroit. Donc, quand il y a un problème, par exemple le feu, c'est tout le troupeau qui prend très cher, donc 3 millions de sites. Donc toujours la question, industrie égale fragilité. Ça c'est un point de toute façon que l'industrie amène de la sécurité, mais d'un autre côté, elle crée ses points de fragilité. Moi, je suis toujours dans cette dialectique intellectuelle quand il s'agit de réfléchir à notre société et au numérique en particulier. La deuxième chose, donc nous, sur Genspot, donc on a été impacté, donc on a mis en place ce qu'on appelle un PRA. C'est quoi un PRA? C'est un plan de reprise d'activité. Parce qu'imaginez, vous avez vos serveurs qui tournent, les clients qui viennent dessus, c'est super, et tout d'un coup, poum, on met le feu. Hein, vous êtes cuisinier, on met le feu à votre cuisine. Hein, vous êtes transporteur routier, on met le feu à votre camion. Donc tout d'un coup, il faut prendre les affaires qu'il y a dans le camion, les emmener dans un autre camion, etc. Donc vous voyez ce que c'est. Un PRA, c'est vous allez chez vous, on brûle votre maison, il faut que vous dormiez tranquillement et vos invités arrivent à 20 h et les pieds sous la table. Bon. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est hard. Un PRA, c'est hard parce que tout d'un coup, vous devez faire, nous, par exemple, on a migré. Si on prend, parce que nous, on a eu à peu près on va dire à peu près un tiers à peu près de nos clients qui ont été impactés sur ces éléments-là, parce qu'on a des data centers ailleurs, donc ils ne sont pas tous au même endroit. Et en fait, on a migré en même pas 2 jours ce qu'on avait prévu de faire sur 3 mois en migration. Vous vous rendez compte? À peu près 40 fois plus rapide. Donc, évidemment, tout d'un coup, c'est très hard. Vous avez toutes les équipes qui ne font que ça. Et puis, évidemment, ils le font en période de stress, avec le fait qu'on n'ait pas toutes les infos. Donc, ça, c'est un point qu'il faut voir. Un PRA, c'est hard. Un plan de reprise sur activité, c'est pas un truc sympa. Et d'ailleurs, tous les gens qui en ont fabriqué, écrit, etc., ils ont toujours prié le Dieu auquel ils croient, d'ailleurs, pour que, justement, jamais ils aient à l'appliquer. Voilà, nous, on a eu à l'appliquer sur une partie de notre infra. Bonne nouvelle, on s'en est sorti. On a sorti justement tous nos clients, on les a ramenés. Il y a eu des petites anicroches, il y a des petits problèmes sur certains clients. Oui, c'est la vie justement. On ne fait pas un déménagement comme ça aussi rapide sans avoir un petit peu de problème. Mais globalement, on a eu une très grande majorité de retours. Et là, je voulais dire plusieurs choses. D'abord, merci aux équipes, quand même, là, les Genspotiens. C'est vrai que clairement, ils ont été sur le pont et ça, ils ont été top. Là, voilà, tous, que ce soit d'un point de vue technique, relation client, la communication, voilà, et tout le monde est venu aider. Donc ça, voilà, je vous dis bravo aux équipes. Moi, je suis hyper fier de mes Genspotiens. Mais en plus, dans des moments de crise, vous savez, c'est dans les moments de crise qu'on voit comment sont vraiment les gens. Donc là, voilà, je les remercie et je les félicite. Mais je veux dire aussi merci aux clients, parce que mine de rien aujourd'hui, voilà, dans un monde où tout est dû, j'ai une interruption de service, comment ça marche pas, ma page a mis plus de 5 secondes. Voilà, nous on a eu des clients, et les clients de Genspot, je les en remercie également. Voilà, ils ont pris la mesure du truc, ils ont vu qu'on était au boulot, et ils ont accepté cette interruption de, justement pour certains, de 24 heures, pendant laquelle ils n'avaient pas accès à leur Genspot préféré. Alors évidemment, je m'excuse pour la gêne et pour tout ce que ça a gêné
causer comme problème. Mais voilà, comme on dit, un incendie, voilà, c'est un peu indépendamment de notre volonté. Et on a dû subir ce cas justement de force majeure qui nous est arrivé, nous tomber dessus. Bon, ok. L'autre point, merci en tout cas à ces deux justement instances qui sont autour de nous et on forme tous une communauté. Le deuxième point quand même, c'est que l'industrie numérique, bah voilà, c'est pas le numérique, c'est pas des électrons, c'est pas juste tout ça, c'est pas virtuel, le monde virtuel, c'est très physique. N'oublions jamais que derrière tout ça, il y a de la matière, il y a des câbles, il y a du plastique, parce que là, par exemple, c'est le plastique qui faisait de la fumée, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est aussi des choses matérielles. Donc, voilà, le numérique, c'est aussi ça, et il faut avoir ça en tête. Et donc, quand on dit c'est facile, on déplace des données, c'est pas vrai. Déplacer des téraoctets, c'est lourd comme un déménagement. Et comme en plus, c'est facile d'avoir des données aujourd'hui, au contraire, on en a encore plus de données. On est encore moins parcimonieux, et donc ça fait partie aussi des questions, dans une question future, sur le rapport même écologique à nos systèmes. Est-ce que justement on a besoin de toutes ces données tout le temps? Est-ce qu'on a besoin de garder les informations qui datent de 10 ans dans nos disques durs? Oui, non. Il y a une réflexion à faire parce que tout ça, à un moment donné, ça pèse. Justement, on le voit le jour où on doit le déménager. Comme dans une maison. Le jour où on doit déménager, on dit mais pourquoi j'ai gardé ces vieilleries? Bon, il y a la même chose dans nos systèmes numériques. On n'est peut-être pas assez mûrs les uns comme les autres. Moi, le premier avec mes données. Je ne suis pas en train de donner des leçons à qui que ce soit là-dessus. Mais c'est une réflexion plutôt, vu que j'essaye un peu de prendre de recul là-dessus. L'autre point, c'est quand même aussi cette tendance lourde du cloud. Alors quand on dit cloud, on dit l'informatique dans les nuages. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le cloud, c'est plusieurs couches. C'est le fait d'avoir des ordinateurs comme ça à distance, mais c'est aussi le fait d'avoir des données sauvegardées, persistantes à distance, et avec justement des logiques de redondance de plus en plus fortes, jusqu'à ce que quasiment tout exercice physique ne présente plus aucun risque. Aucun risque? Jamais. Il y aura toujours un risque. Et ça, il faut avoir, si on est adulte, on peut toujours garantir, il y a un moment donné, les 99,99999, à un moment donné, on n'ira pas à 100%. C'est la réalité qui nous rattrape de justement ce qu'on n'a pas forcément toujours anticipé. Donc, deux choses que je vois. C'est une première chose qui est le cloud, évidemment, doit aller de plus en plus vers de la virtualisation. Et c'est là où, évidemment, nos amis, les fameux GAFAM, les hyperscalers, eux, ont pris cette voie-là depuis longtemps, mais c'est très cher. Parce qu'on paye très cher aussi quand on a accès à une information redondée, recopiée, etc. Et d'un autre côté, il faut aller plutôt vers de la frugalité pour que des PRA, les fameux plans de reprise d'activité, dans le cas où même il y a justement des problèmes, parce que nos hyperscalers aussi ont eu des problèmes, on pourra y revenir d'ailleurs, puissent justement être plus rapides. Frugalité, moins d'informations pour tout simplement quand on déménage, parce qu'il y a un vrai problème, aller plus vite, et en même temps, plus de sécurité de manière globale. Voilà, je pense que c'est les deux tendances qu'il faut construire si on veut avoir un monde numérique résilient de demain. Enfin, en tout cas, nous aussi, moi, à titre intellectuel et à titre là, opérant dans Genspot, ça fait partie des deux, je pense, dimensions sur lesquelles il faut travailler. Et d'ailleurs, moi, je voulais revenir là-dessus, c'est qu'est-ce que va y avoir comme impact autour de cette question, justement, de la place des hébergeurs, d'un OVH, du cloud souverain. Ce que j'ai noté, moi, là, alors j'ai pas trop eu le temps de regarder Twitter, mais un petit peu quand même, parce que je voyais les trucs défiler, c'est qu'il y a une espèce de, dureté vis-à-vis d'un OVH qu'on ne retrouve pas par rapport à un Google. Quand Google a perdu des mails là récemment, il a perdu des boîtes mail par milliers, on a dit « Ah, il en a perdu. Ah, mais bon, il est tellement puissant que bon, ah, voilà. » Et donc, il y a des pauvres gens qui ont perdu leur mail, et voilà. Quand là, sur OVH, il y a des gens qui vont perdre peut-être des informations, on dit « Ah, mais comment ça se fait, OVH, acteur français ?» Deux poids, deux mesures. Voilà. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'effectivement, oui, les puissants maintiennent leur domination. Je sais par exemple que les erreurs d'incident, par exemple, si on prend les hyperscalers, il y en a un qui a fermé ses forums publics parce que les gens disaient de manière publique « Ah oui, mais moi, mon truc, il marche pas, celui-là, il marche pas. » Ah bon, tiens, on n'en a pas dit « Tiens, c'est bizarre, pourquoi il le cache ?» Bon, donc, deux poids, deux mesures. Donc moi, j'apporte à nouveau mon soutien pour nos amis d'OVH. C'est dur comme moment. Un incendie, c'est un truc très violent. Voilà, par rapport à justement tout le travail qu'ils font, à toutes les équipes qui sont mobilisées. Et je pense que justement, tous ces éléments-là, cette crise, cet accident, doivent juste nous servir justement à progresser dans notre pratique, à réfléchir. Est-ce que justement, quels sont nos fondamentaux, quel niveau d'attente on a, quelle redondance on est prêt à mettre, mais aussi quel prix on est prêt à mettre aussi. Parce que la redondance, si je vous dis maintenant vous avez deux appartements, s'il y en a un qui brûle, vous allez dans l'autre, vous allez payer deux loyers. Ah oui, quand même, ça fait réfléchir. Donc la problématique aussi du coût associé doit être là. Or, on est aussi dans une logique de dumping. Moi, je vois souvent sur les comptes, les gens disent « Ah non, mais c'est trop cher, on va baisser 3 € par utilisateur, 2 €, 1 €. » À la fin, ça devient même limite rentable par rapport à l'infra. Comment on fait? Donc, ça veut dire qu'aussi, c'est que l'exigence des uns pour avoir de la redondance est aussi en face une question de coût.
à moins d'accepter le dumping. C'est ce que font les grands GAFAM. Hein. Par exemple, si on prend Google, il a fait du dumping sur les files pendant des années. Maintenant, tout le monde a ses données chez lui. Maintenant, il remonte les prix. Tout va bien. Voilà. Donc, est-ce que le dumping est la bonne solution? Je ne crois pas, parce que c'est un marché de dupes. Hein. Ce que vous ne payez pas aujourd'hui, c'est vos enfants qui le paieront demain. Donc, il y a aussi cette logique-là. Donc, voilà, quand on prend un peu de recul pour tout ça, bah, l'industrie numérique, c'est une industrie. Elle a ses accidents. Et justement, il faut progresser à chaque fois. Nous, en tout cas, on est content de cette sortie d'accident, parce que 3 jours après, ouf, voilà, on est en train de reprendre une activité normale. Et je pense même qu'on va progresser dans notre pratique de ce qu'on a appris sur le chemin de cet accident. Donc voilà, je voulais y revenir en direct, hein, c'était quand même l'occasion de ce sujet qui, comme vous l'imaginez, n'avait pas été prévu la semaine dernière. C'est toujours ça aussi, les lives du vendredi, ils sont faits effectivement au dernier moment dans l'actualité. Et celle-là, elle était bien chaude, c'est le moment de le dire. Sur ce, à la semaine prochaine. Et sur Clubhouse, là, tout de suite à 15h30 pour ceux qui veulent faire le débrief du live. À tout de suite.